180 000 km. C'est ce qu'on vous a promis. La courroie tiendrait 180 000 km. Sauf qu'en décembre 2020, le constructeur a discrètement réécrit cette promesse, 100 000 km. Pas par prudence, parce qu'elle cassait déjà à 40 000. Et vous, propriétaire, vous n'avez reçu aucune lettre. Le chiffre exact que Stellantis a corrigé en silence et pourquoi cette correction est en réalité un aveu, je vous le montre dans 2 minutes. Mais d'abord, posons le décor, parce que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas l'histoire d'une panne. Une panne, c'est mécanique, c'est aléatoire, ça arrive. Non, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un calcul, d'une décision prise dans un bureau, des années avant que vous signiez le bon de commande. Et ce calcul, il a un nom technique, il a une date, et il a aujourd'hui près de 900 personnes qui le contestent devant un procureur. Le moteur dont on parle, vous le connaissez. Vous l'avez peut-être sous le capot en ce moment même, le 1,2 PureTech. 3 cylindres essence, signé PSA, devenu Stellantis. Monté sur une Peugeot 208, une 308, une Citroën C3, une C4, un Opel Mokka, il est partout. C'est le moteur essence le plus répandu du parc français récent. Et c'est aussi celui qu'on rachète le plus en France quand il est mort. Retenez ça, on y revient. Alors, qu'est-ce qui cloche exactement? Le défaut, il est dans la conception. Pas dans l'usure normale, pas dans le hasard, dans la conception elle-même. Sur ce moteur, la courroie de distribution, cette pièce vitale qui synchronise tout le moteur, ne tourne pas à l'air libre, comme sur n'importe quel moteur sérieux des 50 dernières années. Non, elle baigne dans l'huile, directement dans l'huile moteur. On appelle ça la technologie Belt in Oil, courroie dans l'huile. Sur le papier, l'idée avait l'air maligne, supprimer le carter de distribution, gagner un peu de friction, allonger les intervalles d'entretien, faire des économies à la production. Brillant sur le papier. Maintenant, la réalité du garage. Vous roulez en ville, petit trajet. Le moteur ne monte jamais vraiment en température. À chaque démarrage à froid, un peu d'essence imbrûlée glisse le long des cylindres et finit dans l'huile. L'huile se dilue. Et cette huile diluée, agressive, vient ronger une courroie en caoutchouc qui n'a jamais été faite pour vivre là-dedans. Le caoutchouc gonfle, il se désagrège, il part en petites particules. Et là, écoutez bien, parce que c'est le détail que personne ne vous explique. Ces particules de caoutchouc, elles voyagent dans tout le circuit de lubrification et elles finissent par boucher la crépine de la pompe à huile. La crépine, c'est ce petit filtre grossier qui aspire l'huile dans le bas du moteur pour la renvoyer partout. Quand elle se colmate, la pompe n'aspire plus assez. Et le moteur a une sécurité pour ça, un bypass, qui sacrifie carrément la filtration pour garder un minimum de graissage. Vous avez bien lu, le moteur en est réduit à choisir entre filtrer l'huile ou lubrifier les pièces. Il ne peut plus faire les deux. À ce stade, le moteur tourne avec sa propre courroie en miettes dans le circuit. La pression chute, et là c'est la casse moteur, la vraie, l'irréversible. Une courroie qui devait tenir 180 000 km et qui lâche à 40 000. Vous voyez le problème. Et le pire, c'est que le voyant arrive presque toujours trop tard. Quand la lampe d'alerte s'allume, le mal est déjà fait. Le moteur est déjà condamné. Voilà pour le mécanisme. Mais ce que vous allez voir maintenant est pire, parce que ça touche directement votre portefeuille. Combien ça coûte une casse de PureTech? Pas une réparette, une casse. Entre 4 000 et 9 000 euros selon le modèle. Échange standard ou moteur d'occasion, c'est dans cette fourchette. Maintenant, prenez une 208 ou une C3 de quelques années. Sa cote, sa vraie valeur de revente, elle tourne autour de 8 000 euros. Vous faites le calcul? Le devis de réparation atteint, voire dépasse, la valeur de la voiture entière. Autrement dit, votre véhicule vient de mourir. Économiquement, il est à la casse, pour une courroie. Et c'est exactement là que le mot obsolescence prend tout son sens. Parce qu'on vous a vendu une voiture dont un organe vital a été conçu de telle façon que, statistiquement, il vous lâche juste après la garantie. Comme par hasard. Vous croyez que j'exagère? Revenons à mon ouverture, parce que je vous dois une explication. Je vous ai parlé de décembre 2020. C'est la date clé. Jusque-là, Stellantis préconisait le remplacement de cette courroie à 180 000 km, ou tous les 10 ans. Confortable, rassurant, un argument de vente même. Et puis, en décembre 2020, sans tambour ni trompette, le constructeur a divisé ce chiffre par 2, 100 000 km, 6 ans, du jour au lendemain. Posez-vous la question, pourquoi un constructeur réduirait-il de moitié la durée de vie annoncée d'une de ses pièces? Il n'y a qu'une seule réponse possible, parce qu'il savait, parce que les casses s'accumulaient,
parce que les ateliers remontaient les pannes, parce que la conception ne tenait pas ses promesses. Ce changement de préconisation, ce n'est pas de la prudence, c'est un aveu silencieux que le chiffre de départ était faux. Et le client dans tout ça, celui qui avait acheté sa voiture avant décembre 2020, avec dans son carnet d'entretien la belle promesse des 180 000 km, il n'a rien reçu. Pas de lettre, pas de courriel, rien. Beaucoup l'ont découvert le jour où leur moteur a serré, en lisant sur un forum qu'entre-temps, la règle avait changé. Trop tard, le moteur était déjà cassé parce qu'ils avaient fait confiance à un chiffre que le constructeur lui-même avait abandonné en douce. Zéro rappel d'information systématique, zéro communication. Vous payez l'erreur de conception et en plus, on ne vous prévient même pas que la règle a bougé. Maintenant, vous vous dites peut-être, bon, c'est un défaut isolé, un raté industriel, ça arrive au meilleur, si seulement. Parce que ce qui transforme un raté en système, c'est l'échelle. Et l'échelle, la voici. 220 000 véhicules. C'est le nombre que Stellantis a dû rappeler pour cette histoire de courroie, sur les versions 110 et 130 chevaux, produites entre mars 2013 et avril 2017. 220 000 familles, 220 000 voitures sur lesquelles plane la même épée. Et quand un défaut touche 220 000 unités, ce n'est plus un accident de production, c'est une caractéristique du produit. Et puis, il y a la justice, parce que les gens ne se sont pas laissés faire. Le 14 février 2025, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Versailles contre Peugeot, Citroën, DS et Opel, au nom de près de 900 plaignants. Et les mots de cette plainte, écoutez-les bien, parce qu'ils ne parlent pas de malchance. Ils parlent de tromperie aggravée, de pratiques commerciales trompeuses, d'escroquerie et même de mise en danger de la vie d'autrui. Mise en danger d'autrui. Parce que sur ce moteur, la dégradation de la courroie peut aussi endommager la pompe à vide, celle qui assure l'assistance au freinage. Vous avez bien entendu, on ne parle plus seulement de votre portefeuille, on parle d'une perte d'assistance au freinage. Au total, ce sont 2500 victimes qui ont refusé les arrangements à l'amiable proposés par le constructeur, parce qu'aucune somme sérieuse n'était mise sur la table pour l'immobilisation du véhicule, la perte de valeur ou le risque encouru. Et il y a un point juridique que je veux que vous reteniez, parce qu'il change tout. Vous croyez peut-être qu'il faut que votre moteur est déjà cassé pour avoir un recours. Faux. Les avocats s'appuient sur ce qu'on appelle l'arrêt Volkswagen. Le principe est simple. Dès lors qu'un vice de conception est avéré et médiatisé, votre voiture perd de la valeur. À la revente, qui veut d'un PureTech aujourd'hui? Personne. Ou alors, au rabais. Cette perte de valeur, c'est déjà un préjudice. Concret, réel, indemnisable. Vous n'avez même pas besoin que le moteur explose pour avoir été lésé. Le simple fait de rouler dans une voiture dévaluée par le défaut de son fabricant, ça suffit. 900 plaignants, devant un procureur. Voilà ce qu'ils ont compris. Et que la plupart des propriétaires de PureTech ignorent encore en roulant tranquillement ce matin. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, le PureTech, ce n'est pas une exception. C'est l'exemple le plus net d'une logique qui s'est généralisée. Et cette logique, elle a plusieurs visages. Prenez le diesel, le 1,5 DCI de chez Renault par exemple, qu'on trouve absolument partout. Le constructeur vous annonce une vidange tous les 30 000 km. 30 000, c'est énorme. Et c'est présenté comme un avantage, vous comprenez. Vous passez moins souvent au garage, ça vous coûte moins cher à l'entretien. Sauf que sur un diesel turbo moderne, l'huile se dilue à chaque régénération du filtre à particules. À 30 000 km, cette huile ne protège plus rien. Ni le turbo, qui tourne à plus de 200 000 tours par minute, ni les coussinets. Et le moteur s'use en accéléré. L'intervalle long qu'on vous vend comme un confort, c'est exactement ce qui détruit le moteur après la garantie. Les mécaniciens sérieux le savent tous. Sur ces blocs, il faut vidanger tous les 15 000 km, la moitié de ce qui est écrit. Mais ça, le carnet ne vous le dira jamais. Parce que l'intervalle long, ce n'est pas une preuve de robustesse, c'est un argument marketing, un poste de vente, rien d'autre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce raisonnement, vous pouvez l'étendre à toute la voiture moderne, le gigacasting. Vous n'avez peut-être jamais entendu le mot, mais vous allez le retenir. C'est la dernière trouvaille. Tesla a commencé et les autres suivent comme des moutons. L'idée, c'est de couler tout l'arrière du châssis d'une voiture en une seule pièce d'aluminium géante avec une presse de 9000 tonnes. Avant, l'arrière d'une voiture, c'était une soixantaine de pièces assemblées. Maintenant, c'est un seul bloc. Résultat pour le constructeur, 40% d'économie sur les coûts de production. Tesla s'est même débarrassé de 300 robots d'assemblage. Magnifique, pour eux. Et pour vous,
Ça veut dire qu'un petit choc arrière, le genre d'accrochage qui se réparait autrefois en redressant une traverse, devient irréparable. On ne redresse pas un bloc d'aluminium moulé, on le remplace. Tout. Ou alors, plus souvent, l'expert regarde la facture, la compare à la valeur de la voiture et prononce le verdict. Épave. Économiquement irréparable. Pour un choc à 25 km/h, une voiture entière jetée pour un pare-choc. Et pendant qu'on y est, parlons-en de la cohérence. Parce qu'il y a là quelque chose qui devrait vous mettre en colère. On vous impose des ZFE qui vous interdisent le centre des villes. On durcit le contrôle technique chaque année un peu plus. On vous annonce l'interdiction de vendre du thermique en 2035. Tout ça, on vous le vend au nom de la durabilité, au nom de la planète, au nom de l'avenir. La durabilité, on vous la réclame à vous, l'automobiliste. Du matin au soir, on vous culpabilise sur votre vieux diesel, qui lui tournait à 300 000 km sans broncher. Et pendant ce temps, on laisse tranquillement commercialiser des moteurs dont la courroie a été placée dans le bain d'huile qui l'a détruit. Des châssis en un seul bloc qui transforment une tôle froissée en voiture bonne pour la benne. La durabilité, on l'exige de vous, jamais du constructeur, jamais. Et cette injustice, elle ne frappe pas tout le monde de la même façon. Voilà ce qui me reste en travers. En ville, vous avez le métro, le bus, le tram, le vélo. Vous pouvez à la rigueur vous passer de voiture quelques jours, mais à la campagne, 95% des foyers ruraux ont une voiture, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Pas de train, pas de bus, rien. La voiture, ce n'est pas un confort, c'est le seul lien avec le travail, le médecin, les courses. Et c'est précisément là, sur ces gens-là, que la casse à 6 000 € tombe le plus fort. Quand votre seul véhicule meurt et que vous n'avez ni les moyens de le réparer, ni de transport de secours. Ce n'est pas une panne, c'est une sortie de route financière. Et ceux qui dessinent ces moteurs dans leur bureau, croyez-moi, ils ne vivent pas dans un village sans gare. L'association Halte à l'obsolescence programmée, qui n'est pas un repère de complotistes, mais une structure reconnue, fédérant 60 000 citoyens, a sorti un rapport en avril 2024. Le titre, à lui seul, dit tout. Voiture jetable. Il rappelle une chose simple. Le secteur automobile a longtemps été un modèle de durabilité. Une voiture en France, ça dure 19 ans en moyenne. 19 ans. Et la question qu'il pose, c'est « En sera-t-il de même pour les voitures de demain ?» La réponse, vous la connaissez déjà. On est en train de faire entrer l'automobile dans l'ère de la fast fashion, le vêtement jetable, mais avec des objets à 25 000 €. Alors, à ce stade, le constructeur a toujours une parade. Toujours. Et je veux vous la donner, cette parade, parce que vous allez l'entendre. Et il faut que vous sachiez quoi en penser. Première défense, ce sont les clients qui entretiennent mal leur voiture. Bien sûr, évidemment. Sauf que le plan d'entretien que les clients ont suivi, c'est celui que le constructeur a écrit lui-même. L'intervalle de 180 000 km, ce n'est pas le client qui l'a inventé. C'est marqué dans le carnet officiel. Et c'est ce même constructeur qui l'a corrigé en catastrophe en 2020. On ne peut pas reprocher au client d'avoir suivi la règle qu'on lui a donnée, surtout quand on a changé cette règle après coup. Deuxième défense sur le gigacasting. Mais c'est réparable. Et c'est vrai qu'une étude britannique, menée par un organisme qui s'appelle Satcham, a montré qu'un modèle Y pouvait être réparé pour un coût raisonnable, à une condition, une seule, que le constructeur ait prévu, dès la conception, des pièces sacrifiables et des procédures de réparation. Vous avez saisi le piège ? La réparabilité ne dépend que du bon vouloir du constructeur. Rien ne l'y oblige. Rien. C'est facultatif. Et quand ce n'est pas prévu, c'est la benne. Troisième défense, la plus sournoise. La fiabilité s'est globalement améliorée depuis 20 ans. Sur les gros organes mécaniques de base, c'est même vrai. Mais le problème n'a pas disparu. Il s'est déplacé. Il a migré vers l'électronique, vers les verrous logiciels, vers ces conceptions monoblocs qu'on ne peut plus réparer. La panne n'a pas reculé. Elle a juste changé de visage. Elle est devenue plus chère et plus définitive. Vous voyez, à chaque fois, la défense tient 30 secondes. Et puis elle s'effondre dès qu'on regarde les faits en face. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, les conducteurs? On baisse les bras? Non. D'abord, on sait reconnaître les pièges. Sur le PureTech, par exemple, il y a une astuce que peu de gens connaissent. Les versions atmosphériques, sans turbo, le petit 82 chevaux, la distribution est beaucoup moins sollicitée et le moteur est nettement plus sain. Et il y a un truc tout bête pour repérer la version à risque. Regardez la position du bouchon d'huile. S'il est en position basse sur le cache-culbuteur, c'est une courroie humide. Le système a problème. Position haute, c'est la chaîne. Vous êtes tranquille. Notez-le, ça peut vous éviter 6 000 € à l'achat d'une occasion. Et depuis 2023, Stellantis lui-même
je dis bien lui-même, est repassé à une chaîne de distribution sur les nouveaux blocs. La chaîne, le vrai système fiable, celui qu'on n'aurait jamais dû abandonner. Si le constructeur qui a conçu la courroie dans l'huile y renonce de son plein gré, c'est l'aveu final. La preuve par les actes que ce système était le problème depuis le début. Ensuite, on regarde ailleurs, du côté de ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu. Toyota, 25 ans de recul sur l'hybride et des taux de panne qui font honte au reste de l'industrie. Lexus, sa branche haut de gamme, marque la plus fiable du marché. Les diesels Toyota et Honda qui passent les 300 000 km sans qu'on ouvre le moteur. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Eux ont choisi de faire des voitures qui durent. Les autres ont choisi de faire des voitures qui rapportent, à la revente de la suivante. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai sujet. Une voiture qui dure 20 ans, c'est une voiture que vous ne Rachetez pas pendant 20 ans. Et un client qui ne rachète pas, pour un constructeur, c'est un client perdu. Faites tourner ce raisonnement dans votre tête, et beaucoup de décisions qui semblaient absurdes deviennent parfaitement logiques. Trop logiques. Je vous dis tout ça parce qu'il faut bien que quelqu'un le dise. Sur le bon de commande, personne ne vous parlera jamais de la courroie dans l'huile, ni de la date où la règle a changé, ni du bloc d'aluminium qui condamne votre voiture au premier choc. À vous maintenant de poser les bonnes questions avant de signer. Ces voitures ne tombent pas en panne par malchance. Elles ont été conçues pour ça.